Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, après avoir eu beaucoup de questions sur TikTok, et après vous avoir diverti sur TikTok aussi. On a eu énormément de questions sur ton parcours, sur ton enfance. Ouais, il y a pas mal de questions effectivement. Puis comme on a une communauté qui est relativement fidèle, donc on a envie de partager des choses sur lesquelles on s'est jamais livré, ni Cynthia ni moi. Et donc on va partager des choses concernant nos enfances respectives, mon parcours enfant, mon parcours professionnel, et différentes questions qui nous viendront au fur et à mesure de la discussion, Mm. qu'on pourra aborder pour répondre à pas mal de questions que vous vous posez. Voilà, et en plus ce sera un format plus long, donc beaucoup plus de temps pour apprendre à nous découvrir. Donc aujourd'hui je propose qu'on commence par ton enfance, On peut commencer par mon enfance, ouais, chronologiquement plus logique. c'est logique. Ouais. Voilà. Pour parler de mon enfance, moi je suis né à Rueil-Malmaison. J'ai vécu avec mes parents au départ dans des cités HLM jusqu'à l'âge de 11 ans. Puisqu'à 11 ans, on est parti dans les Pyrénées-Orientales. Mon père était artisan décorateur, ma mère préparatrice en pharmacie. J'ai une sœur et un frère. Et à l'époque, on avait 5 chiens. Waouh, Voilà. ok. D'où l'élevage de chiens de mamie tout le Oui, temps. parce que déjà à l'époque, elle faisait de l'élevage de chiens. À D'accord, l'époque, c'était des bergers allemands et des teckels. ok. Et donc tu qualifierais ton enfance comment, de facile Alors je qualifierais mon enfance, pour moi c'est les synonymes de tremplin en fait, parce que j'ai utilisé mon enfance pour rebondir sur certaines choses, mais c'était une enfance qui était plutôt difficile, et il y en a qui s'en seraient, qui auraient utilisé cette enfance, enfin les difficultés que j'ai rencontrées dans mon enfance pour se noyer dans différentes choses. Moi au contraire ça m'a aidé à avancer, mais l'enfance n'a pas été facile. D'accord. Par rapport à quoi elle n'a pas été facile? Par rapport à mon père qui était artisan, travaillait pas, donc il n'y avait pas d'argent à la maison. Ma mère se défonçait au travail, mais bon, elle n'avait pas des revenus exceptionnels parce qu'elle était préparatrice en pharmacie, on était 3 enfants. Et puis j'avais un père qui buvait, qui Mhm. était alcoolique, qui était par moments relativement violent. Et il y avait beaucoup de scènes de ménage entre ma mère et mon père, donc ça nous a un peu, pas traumatisé, mais c'était traumatisant. Et si je me trompe pas, il y a eu quelques séjours en prison aussi? Alors ça c'est plus tard. En fait, il y a eu des séjours en prison. Enfin, moi j'ai connu mon père qui avait pas mal de problèmes avec les voisins parce qu'il était toujours en train de vouloir se bagarrer, mais il avait juste la parole en fait, mais il Mhm. n'avait pas la carrure ni le charisme pour aller se bagarrer. Donc il était toujours en train de critiquer. Enfin, on habitait dans une cité où il y avait des gens qui étaient, enfin il y avait des voyous, et il était toujours en train de chercher la merde, enfin les histoires, pardon, à tout le monde. Mais bon, c'était le genre de mec qui partait en courant quand on lui courait, enfin voilà, dès que quelqu'un ripostait. T'as vécu avec ton père ou avec ta mère? Parce qu'il y a un moment où il me semble qu'il n'y avait plus les deux parents ensemble. Alors, quand on habitait dans les cités à Nanterre, j'habitais avec les deux. Mhm. Voilà, donc l'ambiance n'était pas terrible, hein, parce que, comme je te dis, il y avait beaucoup de disputes. Et ensuite, à 11, quand j'ai eu 11, enfin, quand j'avais 11 ans, ma mère a décidé de faire un élevage de chiens. Alors, ils étaient en fait sur le point de se séparer, mais pour essayer de recoller les morceaux, en fait, ils ont décidé de déménager. Donc mon père était censé nous installer, mon frère et moi, dans les Pyrénées-Orientales. Ma mère avait trouvé un terrain enfin, à 1000 mètres d'altitude dans un village qui s'appelle Campoussy au-dessus de Sournia. Elle avait trouvé un refuge de berger, une petite bergerie que mon père devait rénover euh, et construire des chenils pour faire de l'élevage de chiens. Mhm. Voilà, donc à cette époque-là, on est parti seul avec mon père. Et ça a été le début d'une aventure pas toute rose, parce que mon père a fait pas mal de trucs. En fait, avec mon frère, moi j'avais 11 ans, mon frère avait 9 ans, et on a été livrés à nous-mêmes pendant pratiquement 3 ans et demi, puisque mon père, tout l'argent qu'envoyait ma mère, déjà pour l'achat du terrain et pour le quotidien, en fait, et pour les travaux de la maison, qui n'a jamais été à eux, parce qu'en fait mon père ne l'a jamais payé, eh bien, mon père le dépensait à Perpignan, dans les bars et avec des filles de joie. Mhm. Donc on a vécu seul dans une bergerie, sans eau, sans électricité, sans chauffage, dans une maison qui devait faire environ une vingtaine de mètres carrés. Enfin, c'était pas une maison, c'était un refuge de berger, hein. Avec tout ce que ça comporte. Donc voilà, 2 enfants privés de manger et de confort. Et à quel moment dans ta vie tu t'es rendu compte que t'étais différent des autres enfants et que bah, t'avais pas d'argent en fait? Je m'en suis rendu compte parce que au départ j'étais interne. J'étais inscrit à l'internat à Prades.
Et j'ai été renvoyé de l'internat, évidemment, parce que les factures n'étaient pas réglées. Ah, d'accord. Alors que moi, j'avais beaucoup d'amis qui habitaient l'Espagne, par exemple, qui me parlaient de motos. C'était très, enfin, le trial était très à la mode, les motos de trial. Donc, Bultaco, Montesa, tout ça. Et tous ces jeunes, en fait, le week-end me parlaient enfin, en semaine, me racontaient leur week-end en me disant qu'ils faisaient de la moto, et puis ils étaient bien habillés, tout ça. Donc, et bah, moi, j'avais rien. J'avais rien. Et puis, j'ai été renvoyé de l'internat parce que les factures n'étaient pas payées. Donc là, je me suis rendu compte que il y avait un grand fossé entre les autres et moi. D'accord. Et comment on le vit quand on est petit comme ça parce que tu avais 11 ans, donc je le rappelle. Comment on le vit dans ces moments-là? Bah, on le vit mal. Ouais. On le vit mal parce que ça crée un complexe. Après, c'est une force. C'est une force. Il faut vraiment se battre contre ça et puis se projeter et se dire que ce que nous réserve la vie, enfin que le meilleur reste à venir en fait. Mais non, à 11 ans, c'est hyper compliqué parce que moi je me rappelle, j'avais pas de fringues, pas de chaussures, j'étais toujours habillé pareil. Je me rappelle que quand on allait par exemple, à l'époque où j'étais à l'école, on partait au col de Jaux, c'est une station de sport d'hiver dans les Pyrénées-Orientales. Il n'y a que moi qui n'avais pas de vêtements de ski en fait, j'avais un pantalon que je gardais toute l'année sur moi. D'accord. Et une douche, je ne sais pas ce que c'était, donc en fait, c'est compliqué. Est-ce que tu as eu des regards d'autres enfants sur toi qui te jugeaient? Comment ils réagissent les autres enfants? Est-ce qu'ils s'en rendent compte ou pas du tout? Alors curieusement, non, j'ai toujours été respecté en fait. Ouais. Ouais, j'ai toujours été respecté. J'avais des amis, mais c'est moi qui me mettais un petit peu en retrait par rapport à ça, parce que je sentais qu'il y avait une différence de niveau social et j'avais envie d'être comme les autres, mais malheureusement, c'était pas le cas. Et comment on fait pour manger? Parce que donc ton père s'en allait souvent, tu m'avais dit. Il s'en allait souvent, il revenait pas tout le temps. Donc vous étiez un peu livré à vous-même avec ton petit frère. Et comment on mange dans ces cas-là quand on a 11 ans? Alors comment on mange? Alors moi je travaillais dans une auberge à Sournia, qui s'appelait à l'époque l'auberge Lagrange. Je faisais des petits extras pour gagner, à l'époque c'était en francs, donc je devais gagner peut-être 5 francs par semaine, ce qui me permettait d'acheter des petites choses à manger. Et puis il y a des petites choses aussi que j'ai fait. J'ai pris des choses dans une épicerie, par exemple. Sans les payer. Sans les payer, voilà. J'ai été balancé d'ailleurs par un enfant qui, à l'époque, je pense qu'il s'appelle toujours Roberto d'ailleurs, qui est allé à la gendarmerie ou qu'on a parlé à quelqu'un et les gendarmes m'ont tiré les oreilles. Ils m'ont dit non, on sait, on connaît tes difficultés, on connaît ton histoire, mais il faut pas faire ça. Il vaut mieux venir nous voir pour nous demander si tu as besoin de quelque chose. Donc ça. Et j'ai une anecdote par exemple concernant la nourriture qu'on ne pouvait pas obtenir. Un jour, je faisais la queue dans une boulangerie à Prades et il y a une dame devant moi qui, je suis désolé Madame Amador si vous m'écoutez, j'ai d'excellentes raisons. Elle commande des tas de gâteaux et puis elle dit mettez ça sur le compte de Madame Amador. Alors tu parles que moi. C'est resté et après t'es allé à la boulangerie pour mettre sur le compte. J'ai pas directement commandé derrière elle sur le compte de Madame Amador, mais je suis revenu 2 jours après. J'étais haut comme ça. Et je dis voilà, je voudrais tel gâteau. Donc j'ai dévalisé la vitrine. Et elle me dit bon, ça fait, je sais plus, 20 francs, un truc comme ça. Je dis non, c'est à mettre sur le compte de Madame Amador. Et donc je faisais ça après, mais 3 fois par semaine. Ok. Donc merci Madame Amador. Ça m'a permis de manger et ça a donné à manger à mon frère. Est-ce que tu penses qu'avec tout ça, on devient plus débrouillard? Donc, tu avais 11 ans, ton frère en avait 9, c'est ça? Est-ce qu'on devient plus débrouillard à cet âge-là? Je pense que oui, puisque tu viens de dire que tu commandais sur le compte de Madame Amador. Ouais, après, je sais pas si c'est ça être débrouillard, mais automatiquement, oui, on est beaucoup plus débrouillard parce que on est structuré différemment, on essaie de se projeter, on essaie de trouver, de trouver des solutions pour s'en sortir, donc oui. Et donc, ces solutions pour s'en sortir, qu'est-ce que ça a été? Tu as commencé à travailler très tôt? J'ai commencé à travailler très tôt, à 11 ans je travaillais dans un restaurant donc à Sournia. Je faisais un petit peu de tout, d'ailleurs quelquefois je dormais là-bas quand je pouvais pas remonter, qu'il y avait trop de neige, parce que j'étais quand même à 7 km de rue, je travaillais dans le restaurant Lagrange, j'ai fait les moissons, et d'ailleurs j'ai une anecdote à ce sujet-là, j'avais une paire de tongs, j'y tenais beaucoup parce que c'était mes seules chaussures l'été, et j'étais dans la benne, mes tongs, je les ai perdus dans le blé, donc je me suis retrouvé, j'ai fini l'été pieds nus, voilà. C'est vrai? Ouais. Pas d'argent pour t'en racheter du coup? Non. Pas de blé. Enfin si, du blé, mais pas d'argent.
Mais il me semble que tu as perdu d'autres choses aussi. Tu t'étais fait un petit collier en trombone. Ouais. Alors, j'étais MacGyver à l'époque. Je me fabriquais des colliers en trombone. J'avais essayé de les vendre, mais ça marchait pas, donc je me suis juste gardé le mien. Ouais. Et tu Ouais, l'as perdu. je l'ai perdu. Voilà. Et il y a plein de petites choses que je fabriquais comme ça. Il y avait une petite rivière qui coulait dans le terrain l'hiver et on n'avait pas de toilette. Donc j'avais récupéré une chaise, j'avais enlevé le fond, j'avais mis un abattant, une palette. Et en fait, j'avais posé la chaise dessus, et puis voilà, voilà, c'était les toilettes en plein air. Donc on devient débrouillard. On devient forcément débrouillard. Ouais. Parce qu'à 11 ans, il n'y a pas beaucoup de petits garçons qui auraient pensé à fabriquer des toilettes avec une chaise. Non, après, voilà, c'est aussi une volonté, hein. Une volonté, une force, persévérance, pardon, pugnacité et toutes ces choses-là qui font que il faut le vouloir. D'accord. Et donc pour les aliments, vous les stockiez où? Parce que les aliments que tu prenais à l'épicerie sans payer. Bah, les aliments, c'était des gâteaux secs, des choses comme ça, donc on n'avait pas besoin de... L'hiver, il faisait froid dehors, donc il devait faire -10. Ok. Enfin, oui, il y a eu des périodes où il faisait bien -10, donc là, c'était pas un problème. De toute façon, on n'avait rien à stocker. Et puis sinon, c'était des gâteaux secs, des choses comme ça, donc... D'accord. Et pendant ce temps, votre père, il était où? Au casino? Alors non, il jouait pas vraiment au casino, il jouait au 4-21. Donc il allait dans les bars, il buvait. Et ouais, il y a un truc qui me revient aussi d'une autre époque. Il jouait au 4-21 et donc après, je pense, enfin je sais pas ce qu'il faisait, je sais qu'il faisait des bêtises, il a emprunté des portefeuilles, des choses comme ça. Il conduisait sans permis aussi parce que il avait même pas des suspensions, des retraits de permis pour alcoolémie. Donc il conduisait sans permis, forcément sans assurance. Et il faisait des séjours pour des petits délits comme ceux-là, en prison. Et quand il n'était pas en prison, bah, il dormait, je sais pas où. Une anecdote qui me revient, enfin une anecdote, oui. Bien avant cette période-là, quand je devais avoir environ, je pense que je devais avoir 5-6 ans, mon père était parti chercher des chiens chez une éleveuse. Il avait une 204 break à l'époque. Et il m'a laissé à l'hôtel, la nuit, parce qu'il avait voulu que j'aille avec lui. Et donc il est rentré dans la nuit, je ne l'ai pas entendu rentrer. Et j'ai été réveillé par 5 gendarmes. Donc ça fait drôle hein, quand tu as 5 ans que tu as 5 gendarmes au-dessus de ton lit. Ils essayaient de réveiller mon père qui dormait dans le même lit que moi. Et il ne se réveillait pas évidemment parce qu'il était bourré. Il avait eu un accident dans la nuit à 140 km/h, il s'était pris un platane. Il avait vidé je ne sais pas combien de bouteilles de pastis ou de whisky. Et donc les gendarmes ont demandé les papiers de mon père. Donc j'ai dit bah écoutez, son pantalon est là, regardez, tac. Et puis ils ont embarqué mon père la nuit, ils m'ont laissé tout seul à l'hôtel. C'est traumatisant pour un enfant de vivre ça? Alors ouais, en fait ce qui est traumatisant c'est d'être réveillé par 5 képis. Ouais. Tu l'as vécu comment? Je l'ai mal vécu et après j'avais la peur du gendarme en fait. Dès que je me faisais arrêter, mais j'ai été traumatisé par rapport à ça. C'est vrai? Ouais. Ah, à ce point-là? Ouais. D'accord. Pourtant c'est pas toi qui venais arrêter. Non, mais j'ai eu cette image et pendant des années quand je voyais les gendarmes, j'étais en voiture par exemple, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, tu vois. Ok. Ouais. Bah au moins ça t'a permis de pas faire de bêtises toi derrière, vu que t'avais peur de... Ah ouais. Ouais. Et donc après, pour continuer sur mon parcours dans la maison, dans la bergerie, mon père était censé normalement, enfin il n'était pas là évidemment, donc il était censé construire des chenils. Ma mère lui avait fourni des chiens pour commencer un élevage. Et le problème c'est que les chiens n'avaient pas à manger, donc ils se sont reproduits entre eux. Les frères, les sœurs, les bergers allemands adultes étaient hauts comme des teckels. En fait, je crois même qu'ils sont reproduits entre teckels, et puis ils ont fini par se bouffer entre eux. C'est vrai? Ouais. Mais ça aussi, ça doit être hyper traumatisant pour un enfant de voir ses chiens se manger entre eux. Là, c'est vrai que ça a été une période... ouais, non, c'était... ouais. Et ça me fait penser que quand t'étais petite, tu m'as raconté que comme t'avais pas de jouets, t'avais rien, t'avais adopté une chèvre. Non, une brebis. Une brebis. Ouais. Comment tu l'avais appelée? Oh, je me souviens pas, je te l'ai dit. Il me semble, ouais. Ouais, je me souviens pas. Je sais que c'est un berger que j'avais rencontré qui avait une brebis qui avait un handicap, elle avait une patte tordue. Oh. Et donc, comme elle pouvait pas suivre le troupeau, il m'avait dit, enfin moi j'étais tombé vraiment sous le charme de cette brebis. Il m'avait dit, je t'en fais cadeau si tu veux, mais t'en prends soin. Et en fait, je m'en occupais, mais vraiment comme si elle faisait partie de la famille. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Bah j'avais 11 ans. Toujours ouais, okay. 11 ans et demi, enfin, entre 11 et 12 ans. Et le problème, c'est que je l'ai attachée à un piquet en pente. Et malheureusement, comme elle avait une patte qui fonctionnait mal, elle a glissé, elle s'est étranglée, elle n'a pas pu se relever. D'accord.
Et donc là, j'ai eu la tristesse de ma vie parce qu'évidemment, j'avais perdu ton seul ami sur le moment. Ouais, en tout cas, ma meilleure amie. Ok. Et pour continuer sur ton parcours scolaire, enfin pour débuter, comment ça s'est passé pour toi à l'école? Parce que tu as failli tripler ta 5e, ou tu l'as triplé? Non, j'ai failli la tripler. Alors j'étais bon élève, mais le problème c'est que j'allais jamais à l'école parce qu'on n'avait pas de moyens de locomotion. Il devait y avoir peut-être 5 ou 6 voitures qui passaient dans la journée, donc je me mettais au bord de la route, en espérant qu'il y ait une voiture qui me prenne en stop. Et malheureusement, à midi, je remontais à la maison parce que j'avais trouvé personne pour m'emmener. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Évidemment, j'avais des résultats médiocres parce qu'en plus, l'école ne m'intéressait pas du tout, du fait que j'y allais pas. Même si j'étais bon, hein. J'étais bon en matière principale, j'étais bon, sauf en anglais. Oui, on le sait. Oui, mais je parle 2 mots d'anglais. Et donc, finalement, ça m'intéressait plus parce que déjà, j'y allais jamais, donc je devais aller à l'école 5 jours par an. Et ils m'ont proposé de tripler ma 5e, et donc et à ce moment-là, on est parti en fait. On est parti des Pyrénées-Orientales pour rentrer en région parisienne. D'accord. Et ce qui est fou, c'est que pour autant, tu fais pas de faute d'orthographe. Ouais, ben ça c'est pareil, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. J'ai toujours essayé d'être le meilleur de moi-même. Mais comment tu fais? Parce que tu lis pas beaucoup? Non, je lis pas beaucoup, mais bon, il y a des outils quand même enfin aujourd'hui avec Internet, c'est sûr que c'est facile, mais j'ai toujours fait en sorte, quand je me posais une question sur un mot ou sur quoi que ce soit, j'ai toujours essayé d'obtenir la réponse, même s'il fallait poser la question à quelqu'un, parce que je me suis toujours dit, il vaut mieux passer une fois pour un idiot que toute sa vie. D'accord. Et malgré cette enfance sans argent, sans jouer, sans aller à l'école, tu t'en es quand même bien sorti. J'ai fait ce que j'ai pu. C'était un bel exemple de réussite. Pour finir avec l'étape des Pyrénées-Orientales, enfin que j'ai pas complètement développé parce que ça a duré 3 ans et demi, donc évidemment il faudrait des heures et des heures pour en parler. Donc ma mère s'est rendue compte de ce qu'on vivait et elle a décidé de nous rapatrier en région parisienne, et ça c'était en, je crois, 81. Voilà. D'accord. Et en 81, donc on a été baladé parce qu'on n'avait pas de logement, donc on a été baladé chez mes oncles, mes tantes. Et puis là, il a fallu faire des choix en fait. C'était ou bien je restais dans la rue, ou alors je décidais de devenir quelqu'un. Et à l'époque, il y avait une série télévisée, une série qui s'appelait Le Riche et le Pauvre. C'était l'histoire de 2 jeunes, Tom et Rudy Jordache. Donc Tom Jordache, c'était le gars de la rue en fait, qui faisait des petits combats pour essayer de gagner sa vie, enfin qui faisait pas mal voilà, qui faisait la fête, qui picolait, mais qui avait jamais un rond de côté, qui vivait dans la rue. Et il y avait Rudy Jordache, qui faisait de grandes études et qui a fini sénateur. Et à cette époque-là, je me rappelle qu'un jour, je mangeais un sandwich jambon-beurre, j'étais assis sur un banc à Suresnes, et je me suis dit, bon, c'est simple, ou tu prends la voie de Tom Jordache, ou de Rudy Jordache. Et j'ai décidé de prendre la voie de Rudy Jordache, sans vouloir devenir sénateur, mais en ayant l'objectif de devenir quelqu'un, voilà. D'accord. Et c'était justement ma prochaine question. Comment on trouve son ambition quand on vient de ce milieu-là, donc très pauvre? Comment on fait pour se motiver? Et c'est ce feuilleton, toi, qui t'a motivé à réussir? Non, il y a une question, là je me répète, mais il y a une question de volonté, c'est un état d'esprit. Moi j'avais envie de faire quelque chose de ma vie. Je voulais, en fait c'est une revanche. Voilà, je voulais sortir de là où j'étais, mais me prouver à la terre entière que j'étais capable. Je me suis acheté une maison quand j'avais 20 ans. D'accord. Donc voilà, ma première voiture, je me suis acheté une voiture de luxe quand j'ai eu 18 ans. Après, ça a été des étapes, des revanches en fait. C'est pour ça que je dis que cette période de ma vie a été un tremplin. Et peut-être que si je l'avais vécu différemment, cette période de ma vie, en fait, voilà, j'aurais suivi le cours de la vie et je me serais pas battu. D'accord. Donc finalement, tu es content d'avoir eu cette vie Je peux pas dire que je sois content, mais en tout cas, je le regrette pas. Et quand j'en parle, c'est pas du tout pour me plaindre en fait. Y a des gens qui seraient traumatisés par ce style de vie, par cette enfance, mais moi, ça m'a aidé. Ok. Ça m'a aidé dans mon parcours. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Hyper motivant. Merci à toi. J'espère j'espère que ce parcours en motivera certains et que ça vous a plu, en tout cas à tous et à toi. Et oui. Ouais. Et de toute façon, c'est pas le seul épisode motivant qu'on va avoir, puisque après ça, il y a tout ton parcours professionnel qu'on va évoquer. Ouais, alors c'est pareil, le parcours professionnel, il est chaotique. Et il est inspirant, il est quelquefois un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'on aura des épisodes là-dessus. Voilà.
Bah, merci beaucoup. Merci.